Comment ils vont? La Coupe du Monde n'a rien à envier à la F1 parce que cash is king, mon gars. C'est un sujet que j'ai envie d'aborder depuis longtemps, l'argent et la F1. Parce que comme pour le foot dans certains cas, notamment sur les conditions d'attribution des Coupes du Monde, la quête de cash permanente et à outrance qu'on observe dans notre sport déclenche des incohérences hallucinantes qui ont tendance à éclater nos expériences, à gâcher une quantité monstrueuse de talent et surtout à décrédibiliser une grande partie des actions qui sont mises en place par les instances. D'un côté, je vais parler du club de gamins de milliardaires qu'est la F1, et de l'autre, on va voir pourquoi on nous prend quand même pas mal pour des Américains. Je vous préviens, dans cette vidéo, je vais lâcher des petits coups de gueule, mais vous êtes habitués. Allez, on en parle, et abonne-toi pour me donner de la force sur cette intersaison. L'objectif, c'est 2 vidéos par semaine et une grosse régalade. Dans cette vidéo, vous l'aurez compris, je vais parler du nerf de la guerre et je vais aborder surtout l'aspect négatif qu'il a sur le sport. Vous l'avez capté si vous avez écouté l'intro. Mais avant d'entrer dans le vif, les gars, je veux bien entendu souligner que comme dans le foot et dans tous les sports majeurs du monde, la F1 est au centre d'un business, que dis-je? La F1 est un business. Et c'est normal. Elle l'est à peu près depuis toujours, enfin surtout depuis 1968 et l'arrivée des sponsors dans la discipline. Donc le fait qu'il y ait de l'oseille dans ce sport globalement à tous les niveaux, c'est normal. Qu'on dépense, c'est normal. Que les pilotes soient payés des millions, c'est logique. Les montants sont concomitants à l'économie générée par le sport, comme dans le football encore une fois. Tout ça est donc logique. Plus la croissance du sport est forte, plus la valeur des droits TV augmente, plus on achète de merchandising, plus les places sont chères pour les organisateurs de Grands Prix. Bref, c'est ce qu'on appelle un marché. Formula One est une entreprise privée qui souhaite rentabiliser son actif dans un monde qui tourne autour de ça. Je n'y vois aucun souci, donc sur le papier ça me va. D'autant plus que depuis le rachat par Liberty Media, notamment la communication est meilleure, les pilotes sont mis en avant, et l'expérience globale s'est améliorée de pas mal de points de vue. Bref, pour les anciens, on peut considérer que le changement n'est pas rédhibitoire, et pour les nouveaux, c'est incroyable. Je parle notamment de l'intro faite par Netflix à tout ce monde qui ne pouvait pas se rendre compte que c'est un sport de ouf sans ça, et il y en a beaucoup. Encore une fois, bienvenue à vous, il y a de la place pour tout le monde. Donc le fait qu'il y ait du pognon dans ce sport, comme n'importe quel sport d'ailleurs, c'est logique. Ça a un aspect positif en fonction d'où tu te places. Il y a aussi plus de racing, plus de courses, plus de grands prix. Sur le papier, tout va bien, mais ça c'est la théorie. Vous l'aurez capté, c'est la fin de la partie bisounours. Parce que Lewis Hamilton l'a bien dit en 2020, en F1, cash is king. Et ça peut être outrant. Je vous rappelle le contexte de cette phrase ou quoi? Melbourne 2020, première course de la saison. Le Covid enfle partout dans le monde. On ne sait pas à quoi s'en tenir quant à la pandémie. C'est-à-dire qu'on connaît très peu le virus, mais on sait qu'il peut être mortel. Le monde entier ferme ses frontières. Et le Grand Prix d'Australie est censé continuer comme si de rien n'était. Sur le moment, on se voile la face. La FIA et la F1 ne réagissent pas, alors que des dizaines de milliers de personnes sont sur cet événement et peuvent provoquer des dommages terribles chez des personnes fragiles. Pour que ça réagisse, il va falloir d'abord cette punchline d'Hamilton, combinée au forfait de McLaren à cause de cas Covid. Je vous invite à aller jeter un œil au premier épisode de la saison 3 de Drive to Survive, vous allez comprendre de quoi je parle. La seule raison pour laquelle on n'annule pas sur le champ alors que la pandémie est aux portes du circuit, c'est l'argent. Le circuit a payé, les spectateurs aussi, et Formula One n'a pas l'intention de perdre un centime. Au final, avec la multiplication des cas et le retour à la raison, on a annulé, mais il y a eu un cinéma inacceptable et potentiellement des vies perdues à cause de ça. En vrai, c'est chaud. Un autre exemple, Spa 2021, ça vous rappelle quelque chose? Je pense que vous vous souvenez très bien, et potentiellement vous y étiez. Attends, ce simulacre de course là. 2 tours sous voiture de sécurité pour respecter le règlement et déclarer officiellement la course complétée. Tout ça pour chier sur les spectateurs qui se sont déplacés et qui ont payé leur place, et au final ne pas les rembourser. Non mais il y a un problème les gars. Tu vas me dire que Liberty Media ne peut pas se permettre de se respecter en compensant des spectateurs floués. Je veux bien que ce soit pas praticable, il pleuvait trop, pas de souci. Mais tu payes pas pour aller voir des F1 faire 2 tours derrière une safety car. Enfin, je crois pas. J'appuie sur cet exemple parce que vraiment, les gars, personne ne s'est fait rembourser. C'est incroyable. Troisième exemple, Jeddah cette année. On s'en souvient ou quoi? Mais si! Le missile, la roquette qui tombe à 10 km du circuit là. Toujours pas? Le genre de truc qui peut pas plus te faire sentir en insécurité, tu sais. Enfin, je crois. Parce que Formula One, ils étaient pas du même avis. Et oui, parce qu'après ça, moi je peux comprendre que les pilotes n'aient pas voulu courir. Pas eux. Vous vous rappelez de cette réunion là? Lunaire? Où il y a unanimité pour pas courir et on leur dit non, si tu cours pas, on mettra quelqu'un dans ta voiture. C'est nous qui faisons les contrats. Vous vous rappelez de la tête de Pierre Gasly en sortant de cette réunion? C'était chaud. On les a obligés à courir alors qu'un missile était tombé à 10 km du circuit. Alors le Grand Prix s'est bien passé, mais sur le moment, ça reste incompréhensible. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me semble affligeant comme truc. D'ailleurs, vous pensez que Vettel il avait encore le Covid à ce moment-là? Moi je suis pas sûr. Donc encore une fois, c'est abusé. Je veux bien que Jeddah mette un gros billet, mais il faut se respecter. Si un missile frappant à 10 km ne fait pas que la course est annulée, alors je comprends plus rien à ce qui est normal ou pas. Non mais sérieux les gars. Là le niveau il est olympique et le pire c'est que pour cette année c'est pas fini. Vous vous rendez compte qu'en février on n'a pas pu voir les essais de pré-saison à cause d'histoires de petits sous encore. Bahreïn était censé les avoir, et quand la F1 a annoncé des tests à Barcelone, ils ont gueulé, à tel point que Montmelo a été labellisé essai privé,
et qu'on n'a pas pu les voir. Alors je peux comprendre la position de Bahreïn, normalement t'as ce pourquoi tu payes. Si tu payes pour être le premier à voir les essais, y a pas de raison que t'aies les seconds. Donc encore une fois, c'est le spectateur qui paye. Voilà, c'était quelques petits exemples qui selon moi sont aberrants. Dites-moi ce que vous en pensez parce que perso j'ai du mal à comprendre le délire. Parlons d'un autre truc qui me chiffonne. J'ai pas vraiment abordé le sujet cette saison parce que c'était un peu chargé justement, mais ce calendrier 2023 là, ils sont tombés sur la tête ou quoi? En vrai, je comprends pas bien ce qu'on est en train de faire. Déjà avec 24, on va battre le record de Grand Prix dans une saison. Bon ça, vous êtes sûrement content et je le comprends. Mais dans un contexte de réduction des coûts et de réduction d'émissions carbone, j'avoue, je comprends pas de ouf. Surtout que les équipes à 22 courses, elles finissent les saisons au bout du Rolls complet. Avec 24, je sais pas comment ils vont faire les mécanos qui voyagent en éco. Hein. Les mecs vont être plus dans les avions que sur la terre ferme. Franchement, bon courage à eux. Ce calendrier n'est pas aberrant que sur son volume. Il l'est sur plein d'autres aspects. D'abord et surtout parce qu'il est incohérent avec les valeurs que la F1 veut porter. On nous parle de net zéro carbone H24, c'est écrit partout, et on te sort un calendrier où tu fais Bakou, Miami, Imola. Ça laisse un peu perplexe. Hein. Le Canada entre l'Espagne et l'Autriche, s'il te plaît. Super votre approche pour réduire les émissions, c'est nickel. Là on est bien. Attention les gars, je veux pas faire l'hypocrite. Hein. Je dis pas que la mission première de la F1 c'est d'être écologiste. La F1 par nature elle pollue. Ça on le remet pas en question. Ce que je veux vous dire ici c'est qu'on nous prend pour des lapins de 6 semaines en fait. On te dit que la F1 porte des valeurs et une semaine après on te sort ce genre de calendrier. Alors oui, les moteurs seront durables et c'est très bien, mais ça serait quand même logique d'adapter toute la chaîne à ça. Le problème c'est qu'on peut pas parce qu'on veut trop de pognon en fait. Regarde, on pourrait se faire les grands prix américains à la suite, il y en a 3 l'an prochain. Mais non, faut en faire un en début de saison, un au milieu et un à la fin. Sinon c'est pas bon pour le business. Alors je le comprends, hein. C'est même archi clair. Le truc c'est que ça ne concorde pas avec les nouvelles missions de la Formule 1. En parlant de cohérence, tiens, en 2023 on va faire 5 grands prix de nuit. Parce que les GP de nuit c'est cool, c'est beau, ça permet de mettre les grands prix aux heures où il y a plus de monde devant la télé. Et je vais pas vous mentir, j'aime bien. Mais encore une fois, c'est pas cohérent avec les nouveaux engagements de la F1. Alors ils te diront on va supprimer les couvertures chauffantes pour des raisons écolo aussi. Mais les gars, couverture chauffante? Des milliers de projecteurs allumés pendant des centaines d'heures? Couverture chauffante? Des milliers de projecteurs allumés pendant des centaines d'heures? Encore une fois, ça va pas dans le bon sens. Je sais pas vous, mais moi pour mater les courses, je me suis toujours levé à des heures matinales. Hein. Ça a jamais posé problème. Mais bon, j'imagine que je suis pas la cible. Ou en tout cas, je le suis plus. Dernier point dans cette partie. Pourquoi est-ce que Stefano Domenicali veut faire de la F1 un Disneyland bis? J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet du Grand Prix de France, mais à quel moment on supprime les Grands Prix historiques? Franchement, c'est chiant ça les gars. Le Grand Prix de France a sauté pour un 3e Grand Prix américain. Spa est là parce que l'Afrique du Sud n'est pas prête. Monaco et Monza ont été en danger. Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire? À tout moment dans 10 ans, on fait que des courses de nuit sur des circuits en ville. Il y a moyen que la F1 devienne la Formule I. Sérieusement, faut se remettre sur les rails. Alors je veux bien que ces nouveaux pays mettent des plus gros billets que ceux des Grands Prix plus anciens. Je comprends, mais respectons-nous s'il vous plaît. L'Europe reste le berceau de ce sport. On a été faire la course où quand on pouvait aller nulle part pendant le Covid? Bon ben voilà. En plus de ça, on quitte des circuits comme le Castellet et on menace Monza sur ses infrastructures, alors qu'on va à Imola qui est les pires du calendrier. Les gars, Imola c'est la ville de naissance de Domenicali. Il a juste envie d'y aller en fait. Est-ce qu'on peut arrêter ce marasme s'il vous plaît? D'ailleurs c'est pareil pour le dernier Grand Prix de la saison, hein, vous y manquerez pas. Certains m'ont écrit pour me poser la question, et bien la réponse est oui. Celui qui paye le plus aura le dernier Grand Prix. Après il faut que le circuit soit dans une région où à ce moment-là de l'année il fait bon. Ça c'est sûr. Le problème aujourd'hui c'est qu'à Abu Dhabi c'est pas un circuit suffisamment incroyable pour y faire une finale. À une époque il y a eu Interlagos et c'était parfait, mais ils ont pas assez d'argent. Donc ça à la limite je peux le comprendre, mais ça reste énervant pour le sport. Donc voilà, j'ai fini avec ça et j'espère que vous avez compris ce que je veux dire. On est sur des trucs complètement incohérents et je trouve qu'on nous prend un peu pour des idiots. Vous en pensez quoi vous? Autre aspect de ce sport qui ne fonctionne pas à cause de la thune, et là je change complètement de braquet, c'est le système d'accession à la Formule 1 dans son ensemble. J'étais en plateau avec Adrien David et les pistonnés après Abu Dhabi, et c'est hallucinant de voir à quel point la thune rend ce sport injuste. En gros, si de base t'es pas blindé et que t'as pas de chance, faut t'accrocher. Hein. Il y a des pilotes comme lui qui sont des pépites ultimes qui ne peuvent pas accéder à la catégorie supérieure tout simplement parce qu'il ou elle manque de budget. Dans cette situation, quelqu'un venant d'une famille blindée ou faisant partie d'une structure de jeunes pilotes, il passe, même s'il est derrière un pilote qui a moins de budget dans le même championnat. Alors franchement, tant mieux pour ceux qui ont l'argent, mais je trouve que la méritocratie n'est pas respectée. À tout moment, les 20 meilleurs pilotes du monde, donc ceux qui sont sur la grille de F1, bah c'est pas vraiment eux les meilleurs. Je vous renvoie à la vidéo que j'avais faite sur ce sujet à l'époque, mais on en revient toujours au club de gamins milliardaires de Lewis. En fait, quand tu vois qu'à chaque étape supérieure, le budget c'est du simple au double, tu comprends que certains bloquent. 250 000 € en kart, 500 000 € en F4, 1 million en F3, 3 en F2 et 8 en F1. T'as intérêt à être soit dans une filière, soit à être très bon en recherche de sponsors, ou être millionnaire. J'ai envie de te dire, pas étonnant que 50% de la grille soit issue de ce genre de famille. Va voir la vidéo après, je t'ai fait la liste. Pareil en F3 et en F2, il y a des mecs qui sont champions, ils ont fait 6 saisons. Parfois les mecs arrivent en F1, ils servent qu'à allumer le barbecue. Nicolas Latifi en est un exemple, Jolyon Palmer aussi, et encore ils ont gagné ou presque la F2. Quand tu vois un Mazepin, tu pleures. Surtout qu'on sait que si c'est le même matériel en soi, dans ces catégories, l'écurie elle fait grave la diff. T'as plus de chances de gagner en étant chez Prema que chez Campos Racing. Faut savoir que pour rentrer chez Prema, on te demande un budget minimum. Et oui, le serpent se mord la queue jusqu'au bout les gars. On en revient encore
encore et toujours au dilemme argent versus talent. Je trouve que c'est pas normal. T'as déjà vu un mec payer pour se faire une finale à Roland contre Rafa, toi? Bah non. Pourtant, il y en a qui se payent des saisons contre Lewis Hamilton. Alors, mon avis sur ces problèmes que l'argent génère en Formule 1. Comme je vous l'ai dit, la F1 est un business et là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est normal. C'est la nature du truc depuis très longtemps. Il n'y a pas de être pour ou être contre, c'est comme ça. Si je vous disais je suis contre ça, je serais pas là. Soyons logiques. Par contre, je pense qu'il est important de souligner les incohérences que la quête de cash à laquelle on assiste depuis peu déclenche. Franchement, j'ai presque du mal à comprendre comment on en est arrivé à ce point-là. Le calendrier, c'est un truc de fou, et c'est presque à croire que les engagements de la F1 ne sont là que pour faire joli. Je suis le premier défenseur de la F1 qui pour moi est le laboratoire de l'industrie, un sport qui doit être considéré comme un actif complémentaire au développement durable par l'innovation, tel qu'on la verra d'ailleurs sur les moteurs 2026 qui n'émettront pas de CO2 a priori. Ça, c'est le genre d'innovation qui pourrait plus tard avoir un impact positif sur l'industrie automobile. Par contre, faut arrêter de prendre les gens pour des nouveau-nés. Ce calendrier, il est complètement hypocrite. On cherche à maximiser le cash et en faisant ça, on se respecte tout simplement pas. Alors on peut imaginer que c'est normal pour un business ultra fort comme Liberty Media, mais dans un sport qui porte ses valeurs, c'est pas acceptable. Donc avec tout ça, j'ai une seule question à poser en fait. Que fait la FIA? Oui, je parle bien du régulateur, de l'arbitre qui entérine les décisions. Est-ce que cette fédération affiliée au CIO et signataire de la charte olympique a vraiment entériné ce calendrier? J'ai vraiment du mal à comprendre parce qu'on fait l'inverse de ce qu'on promet de faire. Je comprends pas que la FIA ne se bouge pas et même s'incline. En vrai, t'es le président de cette organisation, tu sais que ton prédécesseur est porte-parole des Nations Unies, tu mets un coup de pied dans la fourmilière. Tu leur dis, bon les mecs, ce calendrier, vous allez me le retravailler là, parce que vous vous êtes foutu de ma gueule. Mais non. Comme je vous l'ai dit, depuis 68 et l'arrivée des sponsors à F1, la FIA s'en tient loin. Elle laisse la main. D'abord à Bernie Ecclestone, dont je vous parlerai plus dans une prochaine vidéo, et ensuite à Liberty Media. Eux, ils veulent exploiter le produit à fond, à outrance. C'est pas bon les gars, parce que si ça continue, en plus de faire n'importe quoi, on va se retrouver à avoir une F1 destinée à satisfaire des consommateurs qui peuvent pas regarder un contenu plus de 20 minutes. On va se retrouver devant des grilles inversées. Pas ça, s'il vous plaît. Je sais que Domenicali veut le mettre en place, mais non. Si la FIA ne se bouge pas sur le sujet, on va continuer à prioriser le spectacle sur le sport. Faire ça avec modération, c'est très bien, mais à outrance, je dis non, et en ce moment, on est là-dedans. Le mieux, c'est de trouver un équilibre. Money, les mecs, ça va les perdre. Hein. Je vous le dis. Sur les prix des billets, par exemple, j'ai entendu des trucs de fou. Alors, je sais pas si vous, personnellement, vous l'avez vécu, mais j'ai vu qu'au moment d'acheter les billets pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, si tu quittais la page d'achat, quand tu revenais, les prix avaient augmenté. Ça, si c'est avéré, c'est gravissime. Pour un sport qui dit mettre bien ses fans, je comprends pas bien. Franchement, plus on avance, plus on a tendance à tendre vers l'élitisme et à empêcher les vrais d'aller sur les Grands Prix. Encore une fois, une comparaison qu'on peut faire avec le foot, par exemple. T'es fan du PSG aujourd'hui, aller au stade, ça coûte un bras. Hein. Sans parler des places pour la Coupe du Monde de cette année. En vrai, c'est dommage et pour la F1, c'est inacceptable. Donc je pense qu'il faut réguler, et ça, c'est le job de la FIA. Même chose pour les catégories de promotion de la Formule 1. Faites en sorte que l'entrée soit moins chère, moins élitiste. Empêchez les pilotes qui ont trop d'argent et pas assez de talent de monopoliser les baquets. Soyons équitables dans la façon de gérer parce qu'on se prive de talent en fait. Et ça pour le sport c'est pas possible. T'imagines tu rates un nouveau Lewis Hamilton parce qu'il a pas assez de thunes. Il y a presque que dans ce sport qu'on peut voir ça à ce point là. Donc je trouve que c'est pas cool et que ça devrait changer. Bref les gars, vous avez mon avis. Je pense que ce qui se passe en F1 ne serait pas anormal si on ne le faisait pas à outrance. Par contre en ce moment on est dans une dérive totale qui gangrène le sport et pourrit nos expériences. Bref, cash is king, aujourd'hui c'est trop. Et ça serait vraiment bien que ça évolue dans le bon sens. Moi si je vous dis ça, c'est parce que je kiffe ce sport et que j'ai envie qu'il se mette dans le bon sens pour perdurer longtemps. Vous en pensez quoi, vous? Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce problème. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'aurez pas vues. Dites-moi tout. Et on s'abonne. Allez, ciao!